Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la guerre des chiffres entre le gouvernement camerounais et les Nations Unies sur la situation humanitaire des déplacés internes du fait de la crise anglophone, alors que le HCR pointe 437 000 déplacés internes du fait de la crise anglophone. Le gouvernement estime qu'ils sont 3 fois moins nombreux et près de 57 000 d'entre eux ont déjà bénéficié d'une assistance humanitaire. Vous suivrez dans ce journal le bilan de la mise en œuvre du plan d'urgence d'assistance humanitaire mis en place par le gouvernement. Coup de projecteur ce soir sur Douala, capitale économique devenue au fil des ans la plaque tournante de l'incivisme et du désordre urbain. Vous suivrez dans ce journal comment les populations usagers sont dépassées par l'ampleur de ce phénomène. Qu'est-ce qui explique l'échec des stratégies visant à lutter contre ce fléau? Quel est le constat qui est fait sur le terrain? C'est le dossier du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Vous connaissez peut-être le carrefour Ndokoti, tristement célèbre en raison de ses nombreux embouteillages et bouchons enregistrés durant les heures de pointe à Douala, capitale économique devenue au fil des ans la plaque tournante du désordre urbain, de l'incivisme. Le constat est fait au carrefour Ndokoti, dans le 3e arrondissement de Douala, malgré les interventions des autorités administratives visant à faire déguerpir les commerçants installés sur les emprises de la route. Le phénomène prend de l'ampleur. Commerçants, conducteurs de mototaxis et vendeurs à la sauvette ont décidé de s'installer sur les emprises de la route au carrefour Ndokoti, ce qui est contesté et critiqué par les usagers de la route. C'est un reportage que signe Kedjara. Rond-point Ndokoti, l'un des plus grands carrefours d'Afrique centrale, est paradoxalement le fief du désordre urbain dans la ville de Douala. Pour quelqu'un qui passe par ici pour la première fois, il est facile de se croire dans un marché, car à Ndokoti, le moindre espace, la moindre superficie, même située sur le terre-plein, est bonne à être utilisée comme point de vente. On y retrouve de tout, des vêtements, des chaussures, à manger, du nécessaire pour le bricolage, des médicaments, de l'électroménager, pour ne citer que cela. Un état de choses qui accentue le désordre et crée par la même occasion des embouteillages en n'en plus finir. À Ndokoti, de jour comme de nuit, qu'on soit à 1 heure de pointe ou pas, il faut s'armer de patience, au risque de mourir d'impatience. D'ailleurs, les usagers habitués de cette route connaissent par cœur ces difficultés. Tous les jours, il y a la police, mais ça ne change rien depuis une semaine. Mais nous sommes obligés de rester là, ça sort comme ça sort. Vous pensez qu'on va faire comment? On va faire comment? Quand ça ne va pas, on va faire comment? On reste, ça sort comme ça sort, c'est tout. On n'est pas fiers de venir rester au trottoir. Nul n'est fier. On vient souffrir comme ça là parce qu'on n'a pas le travail. On n'a rien à faire. On est obligé de venir rester là. Pour justifier cette occupation abusive de la voie publique, ils expliquent. Trouver une place au marché, vous voyez ça facile. Mais nous, on essaie, ça ne donne pas. Pour louer une boutique, c'est 500 000. Je veux voler pour avoir les 500 000. Je peux pas. Ou 200 000, tout ça là. Pourtant, ceci n'est pas la seule cause des bouchons à cet endroit. Il existe aussi des usagers qui refusent de céder le passage. Les gens qui ont les grosses voitures et ils prennent les motos, quand tu es en moto, ça veut dire que toi, tu dois mourir. Parce qu'il n'a pas l'accès de traverser, mais il te bloque. Et ça crée l'embouteillage. Rajoutez à cela la position stratégique du carrefour Ndokoti en lui-même. Il est une sorte de passage oblige pour des personnes qui rallient un point à l'autre de la ville. À lui seul, il dessert tous les arrondissements de la capitale économique. Il est entouré de plusieurs marchés. Il représente l'une des entrées et sorties les plus utilisées de la zone industrielle de Bassa. De nombreuses actions ont été menées par les différentes autorités compétentes à lutter contre le désordre urbain dans la capitale économique en vue de libérer Ndokoti de son désordre, mais en vain. Rien n'y fait, les commerçants dégarpis finissent par revenir s'implanter à cet endroit, plus nombreux, plus hardis, plus effrontés. Le banditisme, quant à lui, a du mal à y être délogé. Les usagers s'habituent à ce mal, continuent de perdre du temps et de l'argent,
Les accidents continuent de se faire, mais Ndokoti reste entier, toujours égal à lui-même. Et ce désordre urbain dicte également sa loi au carrefour Dakar et sur la pénétrante est de Douala. Commerçants, ils sont installés sur les bordures de la route, sur les trottoirs et au grand désarroi des automobilistes et usagers qui peinent à se mouvoir. Des conducteurs de mototaxi également sont devenus des rois du désordre urbain dans ces grandes artères de la capitale économique du Cameroun. C'est le constat que font Dallas Chana, Innocent Abega et Xavier Foka. Cette vue panoramique du rond-point Dakar dans le 3e arrondissement de Douala et d'une bonne partie du marché qui porte le même nom permet de se rendre compte à quel degré la chaussée est occupée par les conducteurs et les commerçants. La route qui va au rond-point Dakar, Ndokoti, est occupée par ces commerçants. Nous vendons en route passée, nous n'avons pas la possibilité de payer la place aussi dans le marché. Nous voyons que nous vendons mieux que dans le marché parce que dans le marché, on paye les impôts, le ticket, le gardinage et le balayage. Et on voit qu'en une semaine ou en un mois, on ne peut pas fournir cet argent-là. Assis en toute quiétude derrière leurs marchandises, ils disent ne plus craindre les agents de la municipalité, censés veiller sur le respect de la voie publique dans les marchés. La mairie vient souvent pour chasser, mais il y a certains groupes qui sont là pour prendre de l'argent. Nous avons 500, nous payons aussi chaque samedi. Tout à côté, les conducteurs de motos sont installés entre le rond-point et le terre-plein central qui va à Brazzaville. Ils font fi des dangers qu'ils courent et justifient cette position qu'ils occupent par la recherche de la clientèle. Comme les commerçants, ils disent ne pas craindre les forces de l'ordre qui pourtant sillonnent à longueur de journée. Les conducteurs de tar-cigares ou font du ramassage en pleine chaussée, créant par la même occasion des embouteillages. Au marché Ndorpassi, toujours dans le 3e arrondissement, la chaussée est plus libre que par le passé. Ce sont les trottoirs qui sont occupés par les étalages, obligeant les piétons à se faufiler comme ils peuvent. Cet arrêt-bus, matérialisé par ces 2 panneaux de signalisation, est occupé par les commerçants et les conducteurs de moto. Et comme au marché Dakar, ils exercent en toute tranquillité. Ces derniers justifient leur présence à cet endroit par le fait que le marché est encore en construction. Quelles que soient les raisons avancées par les conducteurs et les commerçants pour justifier l'occupation anarchique de la chaussée et du trottoir, ceci relève de l'incivisme, favorisant le désordre urbain qui sévit au vu et au su de tous. En plein congé de Pâques, les cours de remise en niveau divisent la communauté éducative dans la région de l'Ouest, alors que les autorités en charge d'éducation ont suspendu ces cours qui sont dispensés durant les congés du 2e trimestre. D'autres établissements scolaires maintiennent les 10 cours afin de permettre aux élèves candidats aux examens de fin d'année de pouvoir être mieux outillés à préparer ces examens afin de décrocher soit l'entrée en classe supérieure ou alors le précieux sésame. Reportage Leclerc Sakem. Sac au dos pour la plupart, ces élèves des établissements publics et privés appendent les rues de la ville de Bafoussam pour rejoindre leur campus. Ces derniers, qui devraient pourtant jouir de leur congé de Pâques. Au lycée classique de Bafoussam, ces disciples de Charlemagne entrent et ressortent. Pas nombre d'un vigile à l'entrée, encore moins un responsable de cet établissement. Sans doute, ici, l'on a vite fait d'oublier l'épisode triste du lycée bilingue de Daido il y a moins d'une semaine. À la question de savoir, que font-ils à l'école en cette période? Pendant les congés de 2 semaines, si notre proviseur a programmé des séances de TD, il veut renforcer nos capacités, ce qui fait qu'il a photocopié certaines épreuves, il a sensibilisé certains professeurs de venir pendant les congés de 2 semaines nous expliquer davantage les TD, nous rentrons traiter et puis on revient et les professeurs s'attardent sur les problèmes qu'on a eu en telle ou telle matière. Même si ces apprenants trouvent cela bénéfique, il faut tout de moins relever que ces cours ne sont pas gratuits. Chaque élève apporte une somme de 2000 francs qu'il remet à l'administration et l'administration donne alors les jets d'épreuves.
Ces élèves ne sont pas au courant de la mesure de suspension des cours de remise à niveau en cette période. Le patron des enseignements secondaires de l'Ouest avait pourtant attiré l'attention des chefs d'établissement sur cette mesure au cours de la cérémonie de départ à la retraite de certains enseignants. Nous avons constaté depuis un certain temps que beaucoup d'enseignants ne respectent plus leurs heures normales de cours. Et ils ont la conscience qu'ils ont encore, pendant les congés, pour se rattraper. Ça crée un certain désordre. C'est pour cette raison que nous avons estimé qu'il faudrait suspendre d'abord ces cours pour amener toute la communauté, et l'élève et l'enseignant, à respecter un certain programme préétabli. Vous savez, quand il y a les cours pendant les congés, tout le monde n'est pas là. Les surveillants généraux ne sont pas là. Les élèves en profitent pour se livrer à la sexualité précoce, pour se livrer à la consommation de la drogue. C'est pour cela que nous prônons un retour à la normale, sans toutefois être révolutionnaire. Ces cours, nous apprendons, vont de lundi à vendredi entre 8h et 14h. Toutes les matières de base sont passées en revue dans l'optique de casser toutes les zones d'ombre qui pourraient entraver la bonne compréhension des élèves. Alors que les Nations Unies s'inquiètent de la détérioration de la situation humanitaire de 437 000 Camerounais déplacés internes du fait de la crise anglophone, le gouvernement conteste ces chiffres et estime qu'ils sont 3 fois moins nombreux. Le ministre de l'administration territoriale était face à la presse. Pour la Tanganyika, fait savoir qu'environ 57 000 Camerounais déplacés internes ont déjà bénéficié d'une assistance humanitaire d'urgence. Il balaie d'un revers de la main les critiques sur la gestion gouvernementale relative à la crise anglophone. Compte rendu, Élisée Borba et Marcelin Gansop. Dans des magasins de stockage, du matériel de couchage et autres denrées alimentaires destinés aux populations victimes collatérales de la crise sociopolitique qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest depuis 2 ans et demi. Vous-même, vous avez vu le stock de matelas. Et ça, c'est un seul magasin. Il y en a comme ça, il y a 6. Et je peux vous dire avec certitude que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a mis des gros moyens pour que les personnes déplacées internes des régions du nord-ouest et du sud-ouest puissent, n'est-ce pas, recevoir cette assistance. 10 mois après le lancement du plan d'assistance humanitaire d'urgence, le gouvernement procède à une première évaluation. Je voudrais préciser que plus de 75 000 familles ont déjà reçu l'assistance humanitaire du chef de l'État. Et vous avez vu, nous étions à Kumba. En fin d'année, il y avait près de 10 000 familles qui sont arrivées. Nous étions à Boya, nous étions à Bamenda. Dernièrement, c'est le BIR, dans le partenariat civilo-militaire, qui s'est chargé de distribuer les dons à Bamenda, à Wom, en Kambe. Et le génie militaire nous a aidé à construire des ponts qui ont été vandalisés. Le MINAT annonce une accélération de la distribution des dons dans les prochains mois. Comme si le public boudait l'événement, c'est dans un palais des sports à moitié vide que le Premier ministre, chef du gouvernement, préside la cérémonie. La journée internationale du sport au service du développement et de la paix se célèbre au Cameroun alors que plusieurs régions du pays font face à des crises sociales. Notre pays, Afrique en miniature, berceau de multiples diversités et foyer ardent du multiculturalisme, grande nation de sport, est étroitement concernée et interpellée par les enjeux de la paix à l'intérieur et à l'extérieur de ses frontières. Le sport peut conduire à la paix au Cameroun, ce d'autant qu'au cours de leurs activités, les sportifs font souvent preuve de solidarité et de dépassement de soi. Les valeurs de solidarité, de courage, de détermination, d'abnégation, d'humilité et de dépassement de soi que les sportifs incarnent doivent espérer l'ensemble des Camerounais sur le chantier de la construction nationale. Aux côtés du Cameroun, pour cette célébration, les Nations Unies conseillent de faire du sport un outil de mobilisation et de solidarité entre les peuples. Le sport est un langage universel. Il transcende les frontières, les cultures, les religions et les opinions politiques. Vecteur d'identité et de solidarité,
Le sport est donc un puissant outil pour mobiliser et promouvoir la cohésion sociale et la paix durable. Une fois exposition est organisée à l'esplanade du Palais polyvalent des sports de Yaoundé pour marquer la célébration de la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix. C'est l'occasion pour la Fédération camerounaise de handball, par exemple, de parler de la CAN de handball que le Cameroun abrite en 2020. Le handball camerounais a toujours contribué à la moisson, à la moisson du sport camerounais. Et je pense que, justement, la CAN 2020, disons que c'est au-delà du handball, c'est une occasion d'apporter la peu de la vitalité du sport camerounais et de la jeunesse camerounaise. L'INJS et l'ANAFOOT présentent également leurs offres au grand public. Nous voulons aussi faire savoir au public les opportunités que les enfants peuvent avoir en intégrant l'ANAFOOT, et nous donnons aussi l'occasion aux anciens footballeurs qui pensent à la reconversion. Ils doivent savoir qu'il y a aussi l'ANAFOOT. Donc c'est le moment pour eux de venir ici, échanger avec nos experts. Nous présentons le matériel de toutes les disciplines sportives que nous enseignons à l'INJS. Je pense à l'athlétisme avec le javelot, le disque, le poids. Il y a le baseball et le softball, représentés par une batte, un gant et une balle. Le badminton, avec les volants et une raquette. Le tennis, une balle et une raquette. Le rugby, le volleyball, le basketball, le handball. Et vous avez derrière les tapis que nous utilisons pour l'enseignement du judo, de la lutte, du sport pour tous. La Journée internationale du sport au service du développement et de la paix a été instituée par une résolution des Nations Unies en 2013. Si au niveau mondial, c'est déjà la 6e édition, le Cameroun, pour sa part, célèbre cette journée pour la première fois. Des experts des questions linguistiques tirent la sonnette d'alarme sur la situation des langues camerounaises. Plusieurs langues locales seraient en voie de disparition faute de promotion de la diversité linguistique et culturelle du Cameroun. Pour inverser la tendance, des propositions sont faites en vue de promouvoir ces langues dans les milieux de socialisation culturelle. D'autres détails avec Rodrigue Ngassi et Ike Cyril. L'hymne national du Cameroun, chanté en douala, ou encore quelques versets de la Bible, lus dans une langue bamileke. Voilà qui pourrait mettre en valeur les langues camerounaises. Pourtant, la courbe d'évolution des langues locales au Cameroun n'est pas très reluisante. On a des langues en développement, environ 98, cela représente 36% de notre patrimoine linguistique. On a 70 langues qui sont vigoureuses, cela représente 26%. Et les langues en difficulté, nous en avons actuellement 76, cela représente 28%. Et les langues mourantes, nous en avons actuellement 18, cela représente 7% de nos langues. Sur 274 langues, certaines sont en voie de disparition, alors même que le préambule de la Constitution dispose que la nation camerounaise est fière de sa diversité linguistique et culturelle. Que se passe-t-il donc avec les langues locales camerounaises? Au sein du gouvernement même, on s'interroge. Quelle place donnons-nous à ceux qui ne peuvent ni lire ni écrire dans les langues officielles, alors même que tous les projets de développement sont en langue officielle? Avons-nous mesuré le gâchis que représente le fait de fermer la porte à des millions de Camerounais juste à cause de leur incapacité à pouvoir lire et écrire les langues des autres? L'enjeu ici est celui de l'essor des langues camerounaises et de la culture camerounaise, pour lesquelles l'impulsion ne devrait venir que localement. Au service des communautés linguistiques, SIL Cameroun œuvre pour la mise en valeur des langues camerounaises. La filiale de SIL International s'investit notamment dans la recherche linguistique, l'alphabétisation, la promotion des saintes écritures, entre autres. Nos missions sont de travailler en partenariat
avec le gouvernement camerounais, des organisations de la société civile et des communautés linguistiques en vue de développer et de valoriser les langues maternelles pour qu'elles accèdent à l'usage aux Saintes Écritures et autres documents associés. Nous voulons également renforcer les capacités des groupes linguistiques en vue de mener à bien le développement de leur langue. Au Cameroun depuis 50 ans et placé sous la tutelle du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, SIL Cameroun commence son œuvre dans 14 communautés linguistiques différentes avant d'atteindre pratiquement tout le pays. À l'heure du bilan, 50 ans après, SIL Cameroun constate elle-même que les langues dans lesquelles elle a servi ont atteint un grand seuil de développement. Vous l'avez peut-être observé, le pagne est aujourd'hui un élément important dans l'identité des associations culturelles. Et l'association Bana Bawanja vient de présenter son uniforme au public, un pagne modèle de cet uniforme qui a donc suscité de vives réactions de joie auprès des membres de cette association. Elles ont tenu à pouvoir organiser une messe qui s'est tenue, donc une assemblée chrétienne du Christ à Deido, et une cérémonie riche en sons et en couleurs. Reportage Jean-Paul Chouniat. Réunis à la paroisse de l'Assemblée chrétienne des témoins du Christ à Deido, les membres de l'association Bana Bawanja présentent au Seigneur le pagne modèle de leur uniforme. Je te baptise et je t'appelle Bana Bawanja. Je te baptise et je t'appelle Bana Bawanja. Devant l'autel du Seigneur Tout-Puissant, les Bana Bawanja implorent le Très-Haut de bénir le pagne de leur association et toutes leurs activités. Vous savez, la plupart des gens font les choses sans savoir pourquoi est-ce qu'elles le font. Bénir un pagne revêt une qualité très importante. Aujourd'hui, on a béni le pagne, on lui a donné la vie. Alors, ce n'est plus un pagne ordinaire, c'est une création à qui on a donné un nom. Elle a pris vie, et il faut qu'elle vive et qu'elle travaille, et qu'elle prospère à tous égards, et qu'elle porte beaucoup de fruits. Leur uniforme présenté en offrande à Dieu, hommes et femmes Bana Bawanja prient, chantent et supplient le Père Céleste d'accepter leurs dons pour assurer prospérité et longue vie aux membres de leur association. En toute chose, il faut savoir rendre gloire à Dieu. Qu'il puisse nous combler de ses bénédictions afin que tout ce que nous allons entreprendre avec nos nouveaux habits se passe dans de bonnes conditions et dans les grâces du Très-Haut. Voilà donc le symbole de cette cérémonie. Créée depuis de longues années, l'association Bana Bawanja regroupe des hommes et femmes de la génération des années 60 partageant une expérience commune. Nous sommes les enfants qui sont nés après l'indépendance du Cameroun. Donc après 1960, nous étions des enfants, nous avons fréquenté les mêmes établissements scolaires. Et nous avons conservé ce lien entre nous, cet amour, cette amitié. Et notre association est donc le symbole de ce que nous étions et de ce que nous voulons continuer à être. En présence des hauts dignitaires du canton d'Eido et du canton Bel, l'apothéose de la bénédiction du pagne Bana Bawanja s'est déroulée en toute beauté au rythme des sons et couleurs à la salle des fêtes d'Aqua de Douala. Dans l'escale internationale, les Algériens restent mobilisés dans les rues des principales villes de leur pays pour faire tomber tout le régime Bouteflika après la démission du président algérien. On fait le point avec Eric Martial Ndiomo.
Abdelaziz Bouteflika quitte la scène en demandant pardon au peuple algérien. Le désormais ex-président s'est adressé à ses compatriotes à travers une missive reprise par de nombreux médias. Dans celle-ci, il déclare quitter la scène politique non sans tristesse ni peur pour l'avenir de l'Algérie. Il se présente désormais comme un simple citoyen et dit qu'il se retirera simplement chez lui. La demande de pardon revient plusieurs fois dans ce courrier. Abdelaziz Bouteflika demande pardon à ceux parmi les enfants de sa patrie envers lesquels il aurait, sans le vouloir, manqué à son devoir en dépit de son profond attachement à être au service de tous les Algériens et Algériennes. Plus loin, il ajoute que l'erreur étant humaine, il demande pardon pour tout manquement par une parole ou un geste. Bouteflika remercie le peuple algérien pour les marques d'affection à son endroit. Il aura passé 20 années à la tête de l'État algérien. Sa démission ouvre la voie à une transition qui sera conduite par Abdelkader Ben Salah, le président de la haute chambre du Parlement qui gérera les affaires courantes de la nation et disposera de 3 mois pour organiser de nouvelles élections en vue de désigner le prochain président de la République. Une perspective que redoutent de nombreux Algériens qui craignent la pérennisation du système Bouteflika, loin du changement radical souhaité. Le rapport préliminaire de la commission d'enquête sur le crash du vol Ethiopian Airlines confirme que la catastrophe ne vient pas d'une erreur humaine. Ces conclusions mettent plutôt l'accent sur le système de stabilisation de cet appareil Boeing 737 MAX qui s'est écrasé le 10 mars dernier. C'est ce qui ressort de la conférence de presse qui a eu lieu ce jour à Addis Abeba en présence du ministre éthiopien des Transports et des responsables de l'enquête. Le rapport complet sera prêt d'ici 1 an, ont fait savoir les autorités éthiopiennes. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Notez ce rendez-vous juste après l'émission Equinox Soir. Vous retrouvez Flavien Dongo et toute l'équipe de Regard Social qui va décrypter cette ampleur des fléaux sociaux dans les milieux scolaires, cette délinquance juvénile, mais également cette violence qui dicte sa loi désormais en milieu scolaire. Émission à suivre à partir de 21 h sur Equinox Télévision, Regard Social, présenté par Flavien Vallon-Dongo. Mais avant, voici le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir avec Serge Alain Otto. Après René Emmanuel Sadi hier et Human Rights Watch sur la situation sécuritaire au Cameroun, c'est au tour de Paul Tangandji et le ACR de ne pas s'accorder sur le chiffre exact des déplacés internes au Cameroun. Le ministre de l'administration territoriale conteste ces chiffres donnés par l'Agence des Nations Unies qui s'occupe des réfugiés alors qu'elle parle d'environ 437 000 déplacés internes. Le ministre de l'administration territoriale estime que ce chiffre est 3 fois moins important que le Fonds savoir les Nations Unies. Il fait savoir que 75 000 déplacés internes ont déjà bénéficié d'une assistance humanitaire et il a baladé les journalistes dans des entrepôts qui, selon le ministre de l'administration territoriale, fait savoir qu'il y a de la nourriture, de l'assistance alimentaire pour environ 100 000 autres familles déplacées internes. Désordre urbain, le Carrefour de Coty tient la Palme d'Or. Il est pratiquement champion au Cameroun, la capitale économique, plaque tournante du désordre urbain. Vous avez vu les illustrations au Carrefour de Coty, malgré les multiples sorties des autorités locales visant à faire déguerpir commerçants, conducteurs de moto-taxi, vendeurs à la sauvette. Ils sont de retour, installés sur les emprises de la route. Ils disent n'avoir pas d'autres lieux où aller. Pourtant, de nombreux espaces marchands ont été installés en de Coty et dans d'autres lieux requis pour faire du commerce. Mais ceux-ci ont choisi de rester sur les trottoirs, ce qui occasionne de nombreux bouchons et bien sûr les critiques de la part des usagers sur l'impuissance des pouvoirs publics face à l'ampleur du désordre urbain. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel. Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous lundi, 20h. Rendez-vous lundi, 20h. Madame, monsieur, dans un instant, la suite Equinox Soir, toujours en compagnie de nos invités.